et bienvenue pour ce tout premier podcast ici au Quai des Savoirs. C'est un tout nouveau rendez-vous que nous allons vous proposer, grâce auquel vous allez vous plonger vraiment dans les coulisses du quai et découvrir les sujets, les thèmes qui nous passionnent, qui nous animent. Toute l'équipe est heureuse de vous accueillir et à mes côtés, Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Ghislain. Vous allez donc m'accompagner pendant toute cette émission. On va se retrouver en toute fin d'émission déjà avec votre chronique, la playlist. Absolument, je vous ferai partager un petit peu des coups de cœur et des choix d'inspiration. Et on prendra également la direction du Quai des Petits, un quai qui vous tient à cœur. Bah oui, le Quai des Petits au Quai des Savoirs, c'est quand même une institution, c'est quelque chose d'important et on aura le plaisir autour de Samia d'accueillir Jonathan McIntosh et Clémence Durupt qui ont participé à l'élaboration de ce nouveau Quai des Petits. Ils nous en diront plus sur leur métier, sur la façon de travailler avec nous et notamment sur ce curieux métier qu'on appelle manipeur. On se connectera également sur le web avec Mariette qui fera chanter la science. Ah Mariette, oui, elle va encore nous distribuer du bonheur à travers sa nouvelle chronique sur la science sur le web. Et puis le premier sujet qui va nous intéresser en première partie de ce podcast, le cirque et les nouvelles technologies, un thème passionnant avec Marina et ses invités. Voilà, donc Marina va recevoir Corinne Linder et Amaury Laburtz qui vont nous parler de cirque et de nouvelles technologies, quelque chose dont on n'a pas l'habitude vraiment, et on a le plaisir de les accueillir en résidence Art Science au Quai des Savoirs. Merci beaucoup Laurent, bienvenue dans ce premier podcast du Quai des Savoirs diffusé sur notre site quaidesavoirs.fr, notre chaîne YouTube et nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter cette émission. Premier thème donc de ce podcast ici au Quai des Savoirs, le cirque et les nouvelles technologies. Une expérience vraiment incroyable que vous allez vivre grâce à vous. Marina, bonjour Marina. Bonjour Ghislain. Et vos invités, évidemment, vous êtes notre circassienne aujourd'hui, Marina. Alors la circassienne, je ne vais pas me prêter à l'exercice parce que nous avons une invitée bien plus pertinente que moi sur le domaine. Par contre, je vous propose de jouer un peu les équilibristes entre le réel et le virtuel avec nos deux invités que sur le papier, tout pourrait opposer. Et pourtant, ils se sont rencontrés dans le cadre d'une collaboration artistique. Alors elle est circassienne, formée à l'école du Lido, spécialiste du tissu aérien, capable de s'élever à plus de 10 mètres de hauteur pour présenter des numéros de voltige assez hallucinants avec un engagement physique incroyable. Et parallèlement, il est développeur, artiste, créateur de solutions audio immersives de réalité virtuelle capables de nous emmener à l'autre bout du monde sans bouger un petit doigt. Donc nous accueillons effectivement Corinne Linder, qui est circassienne, fondatrice de la compagnie Phil Concept, accueillie actuellement en résidence au Quai des Savoirs dans le cadre des résidences Art Science. Bonjour Corinne. Bonjour. Et nous accueillons également Amaury Laburtz, cofondateur et directeur de Audio Gaming Novelab, fondé à Toulouse en 2009, si je ne dis pas de bêtises, qui a depuis conquis la France et l'international. Bonjour Amaury. Bonjour à tous. Pour commencer ce plateau, Corinne, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette création et de son origine ? Donc moi je suis circassienne depuis que j'ai 6 ans et je viens de Finlande, d'où aussi mon petit accent. J'ai eu cette idée de créer une expérience sensorielle entre irréel et virtuel, entre physique et aussi virtuel, bien sûr, à la base de sensations physiques que j'ai eues de réalité virtuelle. C'est-à-dire que je m'intéresse de faire sentir aux spectateurs de place d'un circassien le plus possible. Et je trouve que le virtuel ou le réalité virtuel a pu ramener une couche plus au spectacle vivant. C'est aussi basé sur une expérience d'une chute que j'ai eue. Donc, c'était vraiment ce moment de reconversion que j'ai eu cette idée. Et ça fait 3 ans que je travaille sur ce spectacle. D'accord. Et vous, Amaury, dans le cadre de cette collaboration, qu'est-ce que vous avez apporté à Corinne dans le cadre de la création ? L'opposé. Moi, je viens vraiment plus à la fois du son, de la musique et puis ensuite de la réalité virtuelle dans toutes ses composantes, visuelles aussi bien que sonores. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas du tout le même rapport de là d'où je viens, on n'a pas du tout ce rapport avec la physicalité, qui est quelque chose qu'a amené Corinne. Donc c'est quand même deux univers qui se rencontraient un petit peu. Là où nous, on construit beaucoup de choses imaginaires, qui ont très peu de sensorialité, alors que Corinne, c'est l'inverse. Elle construit des choses qui sont extrêmement physiques, sensorielles, et qui sont par nature à vivre en direct. Et du coup, je pense que la rencontre sur la réalité virtuelle, elle vient de là. Elle vient du fait qu'on recrée une expérience qui peut devenir beaucoup plus sensorielle, beaucoup plus expérientielle que ce que peut proposer un film, par exemple.
Alors du coup, comment est-ce qu'on peut créer ce genre de choses? Comment est-ce qu'avec un casque de réalité virtuelle, on peut se retrouver à la place d'une circassienne à 10 mètres de haut? Moi, je pense qu'à Julie, le plus grand problème, moi, je voulais toucher un public le plus grand. Donc, je suis partie sur le lunette de réalité virtuelle qui était léger et qui était facile à porter, mais qui a ses limites d'interactivité. C'est-à-dire que tu ne peux pas toucher des choses dans l'espace, tu ne peux pas vraiment marcher dans l'espace virtuel. C'était l'idée de pouvoir chercher le mouvement de caméra le plus possible. Sans le problématique qu'on a souvent à Julie, le motion sickness dans la réalité virtuelle, d'essayer de passer cette étape-là et de mettre la caméra avec nous comme artistes terriens et d'avoir la même sensation du hauteur et du chute que nous, on peut se trouver avec. Oui, sans filer, sans donner le côté mal de mer ou mal de l'air voilà. qui peut facilement arriver. Voilà. Et donc, juste avec un casque sur la tête, on peut ressentir la même chose que ce que ressentent des artistes quand ils sont à 10 mètres de haut. Je veux dire par là que c'est uniquement avec la vue qu'on va ressentir ça? C'est vraiment pas c'est jamais exactement la même chose, mais il y a une touche de cette peur de hauteur. Ça fait 1 an qu'on a sorti le premier film, le court-métrage qui s'appelle Hold On. Donc, c'est une première étape pour arriver au spectacle soi-même, qui était vu par pas mal de personnes. Et on a personne qui est venu malade, qui est déjà super. C'est un bon début. Voilà. Et aussi, on a eu les gens qui étaient trop peur et a sorti le lunette parce que c'était trop haut. Mais c'est pas exactement la même sensation. On peut pas vraiment bouger la caméra sur l'axe... sur les côtés. Voilà. Plutôt, c'est le mouvement qui va en haut et en bas. Voilà, en verticalité. Et tu vois pas ton corps, mais tu as un imaginaire qui peut toucher cet endroit-là. On n'a pas, avec la technologie à Julie, on n'a pas arrivé encore là, mais je pense que c'est possible dans quelques années. La sensation de vertige, du coup, elle n'est vraiment pas la même que dans le réel? C'est dur pour moi de dire. Moi, je pense qu'il y a des personnes qui, oui, c'est les mêmes pour quelques personnes, mais ça dépend de la personne aussi. Oui, on a tous un rapport très différent avec ça. Il y a une expérience qui a été très populaire au début de la VR qui consiste à marcher sur une planche qui est posée sur un sol comme ici, sauf que quand on met le casque, la planche elle est à 150 mètres de hauteur tout en haut d'un building et on a beau savoir qu'il y a de la moquette à côté, le cerveau il dit non, tu mets pas le pied à côté. Et il y a des gens qui sont sur un sol tout à fait normal et qui pourtant se mettent accroupis et n'arrivent plus à avancer. Et inversement, il y a des gens qui n'ont pas ce blocage et qui arrivent à marcher. Et donc on est très très inégaux par rapport à la VR, par rapport au vertige, par rapport à l'expérience de la motion sickness. Donc la VR est encore très émergente et du coup il n'y a pas de prototype de réaction. Et de la même façon que le langage n'est pas encore tout à fait là. Donc pour communiquer des sensations de vertige ou des sensations de prise de risque que peut faire un circassien de façon quotidienne, c'est pas facile. Il faut construire ce langage et ça va dépendre de la réaction physique que vont avoir les gens, ça va dépendre de la narration. Dans le cas de Corinne, il y a une vraie histoire aussi qui vient appuyer cette prise de risque et c'est je pense que c'est ce qui était vraiment très intéressant dans toute cette histoire qu'elle essaye de raconter en VR. Et du coup, peut-être on a parlé beaucoup de place de la caméra. Donc, c'est vraiment de place de la caméra qu'on donne à la personne qui voit dans un paysage 360, l'action qui est partout. Et du coup, aussi, le mouvement de caméra est important, mais on a aussi une étape qui vient avec plutôt notre connaissance du jeu d'acting ou mise en scène du cirque. Le placement physique de la corps avant que tu mets les lunettes est super intéressant. Et on a testé avec différentes manières d'avoir... et du coup, on a trouvé que le trapèze donne vraiment cette sensation du hauteur. Si tu places les gens sur une chaise et tu enlèves l'appui sol, ça change aussi la côté expérience. C'est chouette parce que ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'ils ont une approche très très différente de l'approche que vont avoir des cinéastes ou des metteurs en scène plus classiques. Eux, par exemple, Corinne, elle a voulu tester beaucoup le fait de rentrer dans la sphère de proximité, cette sphère au-delà de laquelle, quand quelqu'un s'approche dans notre sphère d'intimité, on est un peu mal à l'aise. C'est quelque chose que au début, on explorait très peu en VR parce que justement, c'était un peu une règle. Ah non, il ne faut surtout pas rentrer là, les gens, ça leur fait peur. Et ça, c'est le premier truc qu'ils ont voulu tester, en fait. Le mouvement de cam. Tout le monde que je travaille avec, on ne bouge pas la caméra. J'ai dit oui, on bouge. Direct. Donc, directement, ils ont envie de
tester les limites de ce médium et de pousser un peu pour aller justement chercher ce rapport au physique, au concret. Et c'est une démarche très intéressante qui est moins classique que la démarche un peu plus cinématographique qu'on a pu voir par ailleurs, quoi. Effectivement, enfin, dans la création que vous avez vraiment un parcours d'expérience qui est proposé aux visiteurs. Enfin, c'est le travail que vous menez en ce moment, mais c'est pas simplement on met un casque au début, on vit un film et on ressort. Ça, c'est juste une petite partie du dispositif. Là, l'idée, c'est vraiment d'accompagner le visiteur avec tous ses sens, ce que vous m'expliquiez l'autre jour. Oui, c'est ça, ouais. Donc, on va voir, à Jolie, ça peut changer encore, mais on va voir 2 films en réalité virtuelle, avec un début, un milieu et une fin, qui est mise en scène avec les circassiens qui étaient aussi dans le film soi-même. Donc, tu vas voir les personnes qui sont dans le film et les mêmes personnes qui sont hors de la film live avec les gens. On va ramener les différents types de sensoriels. On va essayer avec du olfactory design, avec du touche et bien sûr avec du cirque. Donc en fait, le visiteur sera vraiment amené à tester à la fois des dispositifs virtuels, mais à la fois aussi des rencontres physiques avec les acteurs. Vivantes, voilà. Exactement. Donc ce sera vraiment une installation multisensorielle. Voilà, on va avoir une installation qui a une construction de 10 mètres sur 10 mètres. Donc c'est un lieu dédié aux expériences qui déroule toutes les journées non-stop. Et alors dans le projet, il y avait également un dispositif au niveau du son. Est-ce que vous pourriez nous en parler, Amaury ? Oui, l'idée du dispositif sonore, c'était d'amener une narration spatiale et sonore beaucoup plus partagée avec le spectateur. Donc on a testé différentes choses et une partie du dispositif a été financée par une aide du ministère de la Culture. L'idée, c'était d'équiper un certain nombre d'artistes avec des micros de proximité ou des dispositifs qui permettaient de remonter un certain nombre d'informations, du contact par exemple, et d'utiliser ces informations en temps réel, en live, pour spatialiser un certain nombre de choses pour les spectateurs ou appliquer des effets, de sorte que le spectateur a un rapport qui devient complètement différent avec ce qui se passe en face de lui. D'habitude, quand vous regardez un spectacle de cirque, énormément d'efforts sont mis dans la présentation. Donc tout le monde sourit, tout le monde a donne l'impression que c'est extrêmement facile, alors que c'est pas vrai du tout. L'engagement est total. L'engagement est total, mais ils font énormément d'efforts pour le masquer. Là où, avec ce dispositif, on peut ramener cette physicalité, cette sensorialité, mais en l'éditorialisant un petit peu, sans que ça soit non plus juste une simple amplification. Et ça change énormément les premiers tests qu'on avait fait à la grainerie, où quand on équipe, dans le cas de Corinne, une artiste qui monte sur une corde ou sur un ruban, de loin, ça a l'air facile, parce qu'ils sont très forts, ils maîtrisent techniquement. Puis dès qu'on se met à entendre de façon palpable le travail du souffle, de la respiration, d'un seul coup, vous arrêtez tout, en fait. Et je me souviens que dans un espace qui était vide, avec des gradins où il n'y avait pas c'était pas réellement un spectacle, mais d'un seul coup, tout le monde s'est arrêté parce qu'on les entendait respirer, on les avait à côté de nous, diffusés sur un système de haut-parleurs, même pas en face, mais autour. Et ça changeait énormément le rapport qu'on peut avoir avec ce qui est en train de se passer sous nos yeux. On crée un lien extrêmement intimiste qui change vraiment la lecture qu'on a de ces performances-là habituellement. Et c'est ça qui nous intéresse dans ce dispositif. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, ce côté rentrer dans la sphère un peu personnelle et un peu intime de l'artiste. Oui. Ouais. Mais aussi, d'un côté, je pense que c'est une autre chose de s'attendre, souffler, que tu n'es pas forcément consciente de ça tout le temps. Donc c'est aussi un outil de travail pour des artistes, dans une manière aussi de qu'est-ce que c'est donc comme feedback pour toi-même, d'attendre ton voix ou ton respiration à live. Et aussi, nous, comme aériens, quand tu es 4 en l'air, on tourne sur un point. On est fixé sur un point, donc on est en tourne constant. On ne peut pas contrôler, on ne peut pas se voir tout le temps. Donc on travaille beaucoup avec du souffle, comme une sorte de musicalité pour être ensemble dans une chorégraphie, par exemple. Donc ça, c'est intéressant aussi de ramener les gens dans cet endroit-là, qui normalement, tu vois un spectacle très frontal. Donc l'aérien, c'est quelque chose qui est vu de loin. Et de cette proche-ness, voilà. Et avec le dispositif que Amaury a créé avec son équipe, on a pu prendre le son réel dans cette hauteur-là, parce que le caméra, il voit tout. Donc on ne pouvait pas mettre un micro
et notre heure avec nous. Effectivement. Oui. Alors, Amaury, une petite question comme ça. Je regardais un peu en préparant l'émission vos références. C'est assez impressionnant. Vous travaillez pour Ubisoft, Sony, Thales. Je reprends mes notes parce que c'est très long. Sur la BO de Django Unchained de Tarantino, sur des jeux comme Prince of Persia. Comment, en fait, vous prêtez encore à des jeux, parce que là, pour le coup, c'est aussi une expérience qui doit être assez originale pour vous par rapport à tous ces dispositifs-là, comme confrontation ou comme approche de la technologie. C'est une bonne question. Non, mais je pense qu'il y a une vraie curiosité par rapport à des approches qui nous poussent dans des retranchements auxquels on n'est pas habitué. La technologie, elle apporte un certain confort. Enfin, quand on sait bien faire quelque chose, on reste dans sa zone de confort. Et je pense que ce qui est intéressant là, c'est d'en sortir, justement. D'en sortir et d'aller voir vraiment à quoi eux sont confrontés. Nous, on ne connaît pas ce stress de faire des représentations, d'avoir du public, de livrer une part de son intimité. Tout se fait en amont, on travaille beaucoup, on règle beaucoup de choses en amont. Quand on fait une expérience VR, on a énormément de temps en fait, pour la peaufiner. Ou quand on travaille sur un jeu, c'est pareil, ou sur un film, on a énormément de temps pour tout peaufiner. Là où eux, ils sont dans un rapport beaucoup plus direct, beaucoup plus immédiat, ils se mettent en danger beaucoup plus physiquement et personnellement et intimement. Ils se mettent beaucoup plus en danger que ce qu'on peut faire nous. Donc je pense que c'est cette dimension-là qui est vraiment intéressante et qui est assez fascinante. Donc et c'est ça qui donne envie de faire ça, de travailler avec eux, en fait. Un grand merci à tous les deux et à très bientôt, j'espère, pour la suite des aventures. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci beaucoup Marina, merci à tous les deux et à très vite évidemment au Quai des Savoirs. La suite de notre premier podcast, juste après notre première pause musicale. On se retrouve dans un instant. Arnaud Alivan dans le podcast du Quai des Savoirs, création inspirée du roman de science-fiction La Horde du contrevent d'Alain Damasio. Arnaud Alivan est le compositeur de l'habillage musical du podcast du Quai des Savoirs. Le podcast, une émission évidemment connectée, la plus connectée d'entre nous s'appelle Mariette. Bonjour Mariette. Bonjour Ghislain. Vue sur le web, c'est votre rendez-vous et vous allez faire chanter la science. Alors Ghislain, vous avez reconnu cet air, je parie ? Ed Sheeran, évidemment. Alors oui, c'est l'air d'Ed Sheeran, mais ce n'est pas Ed Sheeran, c'est une parodie, parce que je vais vous parler aujourd'hui d'une chaîne YouTube qui parle de parodie. Donc comme vous le savez, au Quai des Savoirs, on est très branché sur les vidéos scientifiques, comme une nouvelle forme de transmission des savoirs. Et on a découvert cette chaîne YouTube grâce à une collègue, dédicace à Francesca si tu nous écoutes. Et on doit admettre qu'on est plutôt fan. Il s'agit donc de A Cappella Science de Tim Blaze, qui est un médiateur scientifique canadien qui vulgarise des sujets scientifiques donc en parodiant des tubes pop.
a cappella, vous l'aurez deviné. Ce qui est assez exceptionnel avec lui, c'est qu'il performe tout de A à Z, avec le beatbox notamment. Et il arrive donc à expliquer des sujets, a priori pas très évidents, donc tout en rythme, mais qui collent parfaitement au rythme de la chanson originale. Vous avez quelques exemples avant d'écouter un autre extrait ? Bien sûr, on a le très 50s CRISPR-Cas9, qui est une parodie de Mr. Sandman, où il explique donc cet outil de modification du génome. Bohemian Gravity, vous devinez, j'imagine, quelle est la chanson qu'il parodie ? Queen, Bohemian Bien sûr, Rhapsody. tout à fait. Alors pour la petite anecdote, cette parodie a attiré l'attention de Brian May, le guitariste donc de Queen, qui n'est pas seulement une rockstar, mais également un astrophysicien et qui a quand même relayé cette parodie sur son site internet. The Surface of the Light également, qui est une parodie du Roi Lion, la célèbre chanson. Je ne vais pas vous la refaire, bien sûr. Si, on attend que ça. Et pour le dernier extrait, donc, j'ai choisi le Caliente Ivo Divo, qui est une parodie de Despacito, où il nous explique la biologie évolutive du développement. Evo Divo, looking at the logic in the ways that we grow. Every gene directed by a signal key code. Proteins that can activate and enhance a veto. Evo Divo, the signals are controlled by other genes that signal. Calculating in a network labyrinth, though, where the heart and liver and the hands and feet go. Signal. A Cappella Science, donc une chaîne à retrouver sur YouTube qui s'adresse aux musical scientists. Je vous en recommande chaudement la découverte pour apprendre en musique de manière plutôt fun et pédagogique et finalement sans s'en rendre compte. Un format qui allie nouveau partage des savoirs et pop culture. Ok, on ne pouvait qu'être fan. Merci beaucoup Mariette d'avoir fait monter la température au Quai des Savoirs. À très bientôt. Merci Ghislain, à bientôt. Et à très vite évidemment sur le podcast et vous pouvez retrouver toutes les références de Vue sur le web sur notre site quaidesavoirs.fr. Deuxième grand thème de cette émission, le Quai des Petits. Avec vous, Samia. Bonjour, Samia. Bonjour, Ghislain. Bonjour, Laurent. Bonjour, Samia. Plus précisément, le nouveau Quai des Petits. On va partir dans les coulisses de ce lieu incontournable. Ici, avec vous, donc, et vos invités. Tout à fait. Alors, le Quai des Petits, en quelques mots, c'est un espace d'exploration pour les enfants de 2 à 7 ans et leurs accompagnants, qui a réouvert il y a quelques mois et pour lequel nous avons eu 2 ans de conception. Aujourd'hui, donc, j'accueille 2 professionnels qui nous ont aidés à travailler sur ce projet, Clémence Durupt et Jonathan McIntosh. Bonjour Clémence. Bonjour Samia. Vous êtes scénographe et vous allez un petit peu nous parler des coulisses du Quai des Petits et de votre travail avec nous. Quel a été votre rôle ? J'ai accompagné en fait l'équipe du Quai des Savoirs à concevoir, réfléchir à qu'est-ce qu'était le programme vraiment du Quai des Petits. Et puis une fois qu'on avait un peu ces billes en tête, établir un programme, un pré-programme, monter un appel d'offres pour trouver les équipes qui allaient ensuite concevoir en réel le Quai des Savoirs, le Quai des Petits, pardon. Et qu'est-ce qui est important de prendre dès la genèse du projet pour le jeune public ? Alors le jeune public, c'est un public donc de 2 à 7 ans, donc c'est quand même un public peu connu et peu visible dans les musées. Moi, c'était un nouveau public pour moi aussi, donc j'ai dans un premier temps, et je pense que ce qu'il faut faire pour chaque projet sur cette tranche d'âge-là, c'est voir déjà les spécificités de ce que c'est le tout petit. Parce qu'on est vraiment loin des attentes du grand public, et en termes d'ergonomie, en termes de sécurité, en termes de contenu aussi. Et vous avez travaillé avec des professionnels différents, professionnels de la petite enfance sur ce projet ? On a fait appel à des chefs de projet de la Cité des Enfants, chefs de projet de Cap Science, chefs de projet autour du Forum des Sciences aussi. Donc eux, ils nous ont aidés à peaufiner un peu notre programme. Et puis aussi une équipe de personnes qui est plus éloignée de l'exposition, mais qui est en plein dans les enfants, avec des directeurs de crèche, des médiateurs et des professionnels divers et variés dans la petite enfance. Alors Clémence, vous avez dit qu'effectivement il fallait prendre en compte l'enfant, les 2-7 ans dans la conception de cet espace. En même temps, à 2 ans, on ne se promène pas tout seul dans la rue, donc on vient avec ses parents ou on vient avec sa classe, avec l'école. Ça aussi, vous l'avez pris en compte, comment on conçoit finalement pour à la fois les enfants et les parents, c'est ça qu'il faut faire ? Effectivement, on a les spécificités des tout-petits et leurs accompagnants, parce que l'enfant aujourd'hui à 2 ans, il n'est pas encore autonome totalement, donc il vient avec son accompagnant. Et il a pris vraiment une place très importante dans le Quai des Petits, puisque
puisque l'accompagnant est là tout au long de la visite. Hein. C'est pas une garderie, hein, le Quai des Petits. On vient avec son accompagnant et on a cherché vraiment à l'impliquer dans la visite, en lui donnant sa place, en lui donnant aussi un rôle à tenir ou en tout cas des billes pour qu'il prenne une place qu'il a envie avec l'enfant. Donc les parents, les accompagnants, les crèches. Et donc le rôle du scénographe dans la conception, quel est son rôle réellement pour diriger, être chef d'orchestre de toute l'équipe pluridisciplinaire qu'on a embauchée au Quai des Petits? Il y avait à la fois un scénographe, un manipeur, un manipeur concepteur, un muséographe et un graphiste. Donc c'est une équipe pluridisciplinaire qui a mené un peu notre programme qu'on avait conçu ensemble avec l'équipe du Quai des Savoirs. Vous avez cité le nom de manipeur. Juste à côté de moi aussi, j'ai Jonathan McIntosh qui est manipeur. Donc, qu'est-ce que c'est que manipeur? J'ai regardé un petit peu dans le dictionnaire, ce mot n'existe pas. Pourtant, vous en avez fait carrière. Oui, effectivement, c'est un peu particulier parce que manipeur, c'est pas un mot qui existe et beaucoup de gens ils savent pas ce que c'est. En fait, une manip, c'est quelque chose que les gens manipulent dans un contexte muséal. Et du coup, il faut des gens pour fabriquer ces choses-là. C'est pas quelque chose qu'on va trouver au supermarché. On est obligé de faire preuve de beaucoup d'inventivité, de trouver des solutions à souvent des problématiques qui sont très très diverses. Et les réunions ensemble pour répondre à la demande de l'équipe de conception des contenus muséaux. Voilà. Et à quel moment vous êtes intervenu, vous, Jonathan, dans le projet ? Alors, je suis intervenu pour faire déjà une proposition à partir de la consultation. Une proposition qui a uni, évidemment, les questions financières, mais aussi des solutions techniques pour essayer de répondre à l'ensemble des besoins du projet en manip. Et ensuite, après, justement, il y a un processus qui est très long et très intéressant où on avance un peu en essayant de trouver des solutions à tout un tas de problématiques qui se présentent au fur et à mesure de la réalisation du projet. Mais vous les trouvez où, ces solutions, si elles n'existent pas? Vous en rêvez la nuit? Oui, des fois, oui, effectivement. Ouais. Des fois, ça peut être en faisant du vélo quand on va trouver une solution, ou il y a des moments eureka comme ça. Des fois, c'est en discutant avec l'équipe, parce que je ne travaille pas tout seul. Et c'est aussi en discutant avec l'équipe de conception du quai, etc., pour vraiment trouver les solutions, quoi. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut faire comme formation pour être manipeur? Alors là, je ne sais pas. Moi, j'ai fait une formation de biologie. Il faut beaucoup dormir pour beaucoup rêver. Non, j'ai fait une formation de biologie, donc ça n'a rien à voir. Non, je pense que surtout, ce que moi j'aime bien, c'est que j'ai fait une trentaine d'années de construction d'objets en toutes sortes, et du coup, j'ai une vision un peu globale de la fabrication d'objets, que ce soit grand ou petit. Et en fait, c'est cette espèce de mélange, cette intégration de tout un tas de choses différentes, aussi bien de l'électronique, du sculpture, de la menuiserie, de la serrurerie, du plasturgie, de peinture, toutes ces choses-là. On les met ensemble, on secoue un bon coup et hop, on sort les manips. Voilà. Et je sais que vous avez conçu des manips pour la Cité de l'Espace, par exemple, pour l'Aquarium à Montpellier. Ouais. Est-ce qu'on fabrique une manip pour les petits comme on fabrique une manip pour le grand public? Alors, non, c'est quand même plus particulier parce qu'il y a des contraintes très importantes parce qu'au niveau de la sécurité, il faut que ce soit évidemment très poussé. Et aussi, je dirais qu'il faut que ce soit peut-être un peu plus costaud que d'habitude parce que les enfants, ils sont... ils ont beaucoup d'imagination, on peut dire ça comme ça. Et qu'est-ce qui vous a surpris du coup au Quai des Petits sur l'utilisation des manips que vous avez fabriquées? Justement, c'est cet aspect-là de l'imagination. Ils sont absolument incroyables. Ils poussent des choses, ils font des choses qu'on n'imagine pas qu'ils vont faire. C'est très intéressant quand on développe par exemple quelque chose qui est un peu complexe en atelier. On va mettre au point un dispositif et puis on va l'essayer et on sait ce qu'on va faire avec. Donc on le manipule en sachant comment on doit le manipuler. À l'enfant, il ne fait pas ça du tout. Et tout de suite, c'est du lateral thinking complet. Il trouve tout de suite un autre... Là, par exemple, là, j'en ai un, et c'est un parcours de billes. Il met des dominos dedans. Les dominos, c'est pas des billes. Nous, on n'aurait pas pensé. C'est génial. Et alors, toutes ces utilisations, est-ce qu'on peut les anticiper? J'ai envie de vous faire débattre cet après-midi sur le prototypage.
Est-ce que Clémence, Jonathan, vous pouvez nous en parler? Le prototypage, c'est quand même très important dans une conception d'exposition pour le jeune public. Oui, en fait, on a beau se dire, allez, on se met dans la peau d'un enfant de 2 ans, on n'y arrive pas vraiment. Et c'est comme disait Jonathan, en fait, les manips, elles se font par l'imaginaire, on y réfléchit, mais aussi on arrive à les aborder par le prototypage et par l'essai. Et je pense que c'est essentiel pour les tout-petits parce qu'on n'arrive jamais à intuiter tout ce qu'ils vont pouvoir faire, quoi. On va faire de la conception, on va faire du prototypage, on va tester, on va dire oui, ça a l'air bien, on va valider ça, on va le livrer. Après, on lâche le public dessus et là, on voit vraiment ce qui se passe. Et souvent, on a des surprises et on est obligé de revenir souvent et jusqu'à ce qu'on trouve vraiment la solution à chaque petite problématique qui fait que la manip est enfin stabilisée. À partir de ce moment-là, on peut dire que le prototypage est terminé. Et quand vous voyez les enfants justement tester vos prototypages, est-ce que ça vous donne des idées pour la suite? Est-ce que justement ensuite vous allez développer d'autres sens dans votre démarche ou pas du tout? Moi j'ai un truc que j'ai dit à tout le monde qui travaille avec moi dans l'atelier, c'est à partir du moment que vous êtes en train de fabriquer quelque chose et vous vous dites c'est un peu léger ça, ouf, ça va, oh, ça tiendra, il faut s'arrêter tout de suite et le refaire pour que ce soit anti-atomique. Anti-atomique. Le dernier mot pour ce plateau Quai des Petits. Merci Clémence, merci Jonathan d'avoir participé à cette interview. Merci. Merci Samia et merci à tous les deux. À très bientôt. Deuxième pause musicale ici dans le podcast du Quai des Savoirs. Arnaud Alivan dans le podcast du Quai des Savoirs et ce nouvel extrait inspiré du roman La Horde du Contrevent d'Alain Damasio, roman qui a reçu le Grand Prix de l'Imaginaire en 2006. Roman dont vous êtes totalement fan, Laurent. C'est un secret. Ça se dit pas. Vous allez nous dire autre chose, parce que c'est l'heure de votre playlist. Et oui, c'est à vous. Peut-être qu'un jour, La Horde du Contrevent aurait pu faire partie de la playlist si on avait démarré cette émission il y a plus de 15 ans. Alors d'abord, dans la playlist cette semaine, ce mois-ci, cette fois-ci, j'ai choisi une exposition, l'exposition Ubik, qui est présentée au Pavillon Blanc à Colomiers. Alors Ubik, évidemment, à cause du titre, qui renvoie au roman, là aussi de science-fiction, Ubik, de ce génie américain de la littérature qui était Philippe K. Dick. Vous savez, celui qui a écrit 30 ans avant tout le monde le scénario de bon nombre de blockbusters au cinéma comme Blade Runner, Total Recall ou encore Minority Report avec Tom Cruise. Ubik, le livre, c'est une plongée dans les mondes parallèles où le temps nous joue des tours. Et Ubik, l'exposition, faut suivre, c'est une plongée dans les villes imaginaires dont certaines peuvent être alternatives ou parallèles. Alors je vous recommande vivement cette expo pour découvrir ou redécouvrir le splendide travail photographique d'Alain Bublex dans sa série Plug-in City où il construit des villes imaginaires ultra réalistes à partir de greffes de containers livrés par hélicoptère sur des immeubles à l'architecture bancale, improbable, avec des porte-à-faux assez délirants. Et dans cette expo cubique, vous retrouverez aussi Logorama, un petit film d'animation du studio H5 qui vous emmène dans une ville dont la principale fonction est de servir de support aux logos de toutes les marques mondiales. C'est une ville où les immeubles, en fait, c'est des logos gigantesques. Petit clin d'œil à notre société. Et si la vraie ville était ailleurs? Direction votre librairie maintenant avec un roman, un livre précisément, donc pour votre futur coup de cœur. Oui, Mon grand mécano quantique de Julien Bobroff qui vient de sortir chez Flammarion. Il s'agit d'un petit livre de vulgarisation scientifique superbement illustré dans le style bande dessinée pour nous faire tout comprendre de cette fameuse physique quantique. Alors Julien Bobroff, on le connaît bien au Quai des Savoirs puisqu'on a eu la chance de l'accueillir en octobre 2018 en ouverture du mois design. Il nous avait donné une conférence sur design et physique quantique, figurez-vous. Et sur le moment, je peux vous assurer que tout le monde se sentait beaucoup plus intelligent. C'est une conférence à retrouver sur la chaîne YouTube du Quai des Savoirs d'ailleurs. Alors Julien Bobroff, c'est l'un de nos meilleurs vulgarisateurs français. Dans ce bouquin, il nous raconte 11 expériences de physique qui ont toutes été couronnées par un prix Nobel.
alors que des hommes, hein, chère Marina, et qui nous montre que la physique quantique n'est pas que spéculation théorique, mais qu'elle a aussi des applications bien concrètes, le laser, l'IRM, les supraconducteurs et même les ordinateurs. C'est un livre qui nous fait vivre l'aventure de la science dans les laboratoires, à côté des expérimentateurs, ou même un bout de scotch peut être à l'origine d'une découverte scientifique. Je vous laisse deviner laquelle. Alors pour savoir si oui ou non le chat de Schrödinger peut être vivant et mort à la fois, précipitez-vous chez votre libraire préféré pour acheter Mon grand mécano quantique de Julien Bobroff aux éditions Flammarion. Dernier coup de cœur de votre playlist, Laurent, une série pour terminer. Oui, alors la série c'est Black Mirror bien sûr, et tout particulièrement le dernier épisode, Bandersnatch, un film interactif que vous pilotez à la souris. C'est cette expérience qui m'a plu, en plus de l'univers fictionnel dystopique de la série, vous savez, c'est un peu des histoires de fin du monde. Est-ce que vous vous souvenez de ces livres dont vous êtes le héros, Ghislain ? Vous allez me le dire. Eh bien, ce film propose une mise en abîme de ce concept. D'abord, dans l'histoire, nous sommes en 1984. Vous savez, l'année de Big Brother is Watching You. Le héros, qui s'appelle Stephen Butler, est un jeune geek, c'est-à-dire ou alors un vrai nerd. Alors, vous savez ce que c'est qu'un nerd, hein, c'est quelqu'un qui vit devant ses écrans en permanence. Lui, il est passionné de jeux vidéo. Il rêve d'adapter en jeu l'un de ses livres dont vous êtes le héros, justement, un livre qui s'appelle Bandersnatch. Et la mise en abîme, elle arrive petit à petit, puisque vous êtes amené à faire des choix dans le film. Il y a 5 fins possibles. Vous pouvez avoir 5 fins différentes à ce film. Et en fait, ces choix, ça se résume à faire des choix sur la vie du héros qui, à un moment donné, d'ailleurs, il se plaint, il va chez sa psychiatre et il lui dit « J'ai l'impression qu'il y a des gens du futur qui décident de ma vie à ma place. » Donc vous me suivez ? Bon, c'est assez savoureux, c'est plutôt bien réalisé. Comme d'habitude, avec les épisodes de Black Mirror, on ne sait plus vraiment dans quelle réalité, au pluriel, nous emmène l'histoire. Et si on était tous les héros d'un livre dont vous êtes le héros ? Merci beaucoup Laurent, en tous les cas, vous êtes à la bonne place, ici au Quai des Savoirs, dans le podcast. Merci à tous de nous avoir suivis, c'est la fin donc de cette émission, de ce premier podcast. Vous allez retrouver toutes les références de cette émission sur notre site quaidessavoirs.fr. N'hésitez pas à nous donner vos avis sur les réseaux sociaux, à commenter, à partager sur Facebook, sur YouTube, etc. On se retrouve très vite et surtout, restez curieux. Salut. Salut.